Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme du soir sur New World Info. Dans le décryptage de l'actualité aujourd'hui, on va évoquer la guerre au Kivu, un conflit oublié au cœur de l'Afrique. Le Kivu, région de l'Est de la République démocratique du Congo, qui vient d'inspirer une bande dessinée, continue de subir des conflits oubliés nés des conséquences du génocide rwandais et de la ruée vers un minerai indispensable. Au téléphone portable, nous évoquons le sujet avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Mamadou Diouf, est-ce qu'on aura tort de dire qu'on est dans le plus vieux conflit de l'Afrique? En tout cas, ça commence à ressembler à cela, puisque quand on regarde bien ce qui s'est passé dans ce conflit, ce n'était pas directement même un conflit de la RDC en tant que tel, c'est en partie les conséquences de cette zone de turbulence. Ouganda, Rwanda, Burundi, tout ça qui s'est mélangé au niveau de cette zone. Il s'y est ajouté cette guerre également qui a eu lieu pour faire partir le président d'abord Mobutu. Et tous ces éléments ont créé une zone où il y a eu des groupes armés. Et quand les guerres se sont terminées, la fameuse DDR dont on parle n'a pas eu lieu dans ces espaces. Donc les factions sont restées, les armes sont restées, et aujourd'hui, c'est simplement les armes qui gouvernent dans cette zone. Et il s'y ajoute, comme vous l'avez dit, la présence du coltan, ce minerai actuellement particulièrement recherché pour les téléphones portables, que certains analystes même appellent le minerai du sang. Alors aujourd'hui, on se demande même pourquoi on se bat là-bas. Mais il ne faut plus se poser la question du pourquoi on se bat là-bas, parce que, comme je disais, quand on regarde l'origine, le Rwanda a connu 800 000 morts avec le génocide, mais au Rwanda, il n'y a plus ce problème. L'Ouganda s'est à peu près stabilisé. C'est vrai qu'il y a quelques groupes rebelles qui restent, mais donc ce conflit qui venait en partie d'autres conflits est en train de continuer alors que ces autres conflits sont soit éteints, soit ils sont en train de s'éteindre. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle l'économie parallèle de guerre, avec ce qu'on appelle les seigneurs de guerre, c'est ça qui explique la situation du Kivu. Comment vous pouvez imaginer que dans cette partie est de la RDC, il y a 134 mouvements armés qui ont été officiellement recensés. 134 mouvements armés qui tantôt disent se battre contre l'État, tantôt se retournent contre les pays frontaliers, tantôt se battent contre eux, tantôt suscitent des conflits ethniques. Comment comprendre ou comment dire en face de 134 groupements armés, les gens se battent pour une même cause alors que chaque groupe est en train de défendre tout simplement ses propres intérêts. Aujourd'hui encore, l'Ouganda et le Rwanda sont-ils étrangers à ce conflit? Pas totalement, puisque au départ, ils étaient là, mais ils ne sont plus dans ce conflit comme ils y étaient au départ. Le problème pour le Rwanda, c'est que les Hutus se sont à un certain moment réfugiés là-bas. Parce qu'il ne faut pas oublier que les Tutsis ont été massacrés quand on refait l'histoire du Rwanda. Ensuite, avec les FDR, avec Kagame, c'est finalement les Hutus qui ont fui. Et quand Kagame s'est mis à soutenir la chute du président Mobutu, c'est les Tutsis qui sont allés en RDC. Et ils ont trouvé là-bas également des Hutus, ce qui a créé une sorte de transfert d'un conflit qui était un conflit du Rwanda au niveau de la RDC. Vous avez également les groupes qu'on appelle les Maïmaï, ils sont de RDC, ils ne sont pas de RDC, le problème est toujours posé par les analystes. Et cela fait que dans cette partie du conflit, on ne peut pas dire aujourd'hui que le Rwanda s'est totalement lavé les mains, que l'Ouganda s'est totalement lavé les mains. Puisque parfois les conséquences reviennent sur leur propre territoire, puisqu'ils sont juste à la partie Kivu est frontalier pratiquement de 4 pays. Non seulement frontalier de 4 pays, vous avez 4 lacs qui sont là également frontaliers, ce qui fait que l'espace n'est pas véritablement sous contrôle d'un point de vue frontalier. Donc, ces pays servent encore de ravitaillement, d'endroits également par lesquels passe cette or de la région, parce que ce qui est extraordinaire, le Rwanda ne produit pas du coltan, mais tout le coltan est vendu par le Rwanda. Alors, comment on peut expliquer qu'un pays qui ne détient pas ses ressources dans son sous-sol peut être un très grand vendeur d'un produit qui vient d'un pays voisin, alors qu'ils n'ont pas avec ce pays un accord qui leur permet d'exploiter ces ressources et de pouvoir les vendre à la place du pays. Donc rien que pour ça,
il est clair que les liens n'ont pas été totalement coupés. Est-ce qu'il faut dire que tant qu'on aura des téléphones portables entre nos mains, le Kivu n'aura pas la paix? J'espère que non, parce qu'il ne faut pas que le Kivu nous prive de nos téléphones portables. Moi, je crois que ce qu'il y a lieu de faire, c'est de faire ce que les Nations Unies avaient tenté avec le Libéria et la Sierra Leone, avec ce qu'on appelait à l'époque les diamants de sang. Puisqu'il y avait du diamant qui était exploité par les groupes rebelles, et l'argent produit participait à acheter des armes, donc à alimenter la guerre. Ici, on est dans le même topo. Le coltan permet à ces gens de s'enrichir, mais à cause du fait qu'ils s'enrichissent de façon illégale. Parce que le coltan se trouve dans le sol de la RDC, c'est l'État de RDC qui devait exploiter le coltan et utiliser le résultat pour s'occuper du développement de ce pays. Mais ici, c'est des groupes, c'est des milices qui s'en chargent. Il faudrait peut-être faire un travail qui consiste à ce qu'au niveau du marché mondial, que l'on refuse d'acheter le coltan entre les mains de ces milices. Si l'ONU pouvait le réussir, ces milices perdront une des raisons pour lesquelles ils sont en guerre depuis pratiquement 1994. Parce qu'aujourd'hui, c'est clair, c'est cet intérêt économique qui explique le maintien de l'insécurité dans cette zone. Ce qu'ils font comme guerre n'a plus rien à voir avec quand vous regardez le débat aujourd'hui à Kinshasa, les gens ne parlent pas de ce qui se passe au Kivu. On va vers des élections. On parle d'élections présidentielles, mais au niveau du Kivu, qui sera président, ce n'est pas leur préoccupation. Leur souci, c'est de pouvoir maintenir cette économie parallèle qui leur permet de s'enrichir de façon illégale. Alors, vous l'avez dit, on a 134 groupes armés. Qui leur vend des armes? Ça, c'est le marché des armes de façon générale. Parce que les armes ne s'achètent pas comme des bonbons sur le marché. Mais bien sûr, mais on sait qu'il y a des marchands d'armes. Dans l'histoire, on a connu des marchands d'armes qui ont vendu même des armes à deux pays qui se font la guerre. Ils ont vendu aux deux belligérants. Parce qu'en fait, les pays producteurs de ces armes vendent les armes de façon officielle à d'autres pays, mais ils vendent les armes de façon officieuse par l'intermédiaire de ces marchands d'armes. Et ces marchands d'armes, on ne les voit pas sous le soleil. C'est des gens qui travaillent dans l'ombre, et quand il y a un conflit quelque part, ils savent que les gens ont besoin des armes, ils viennent. Maintenant, c'est dans le conflit, quand les Nations Unies viennent de façon générale, quand il y a des armements ou quand on parvient à récupérer une partie de l'arsenal, on se rend compte que ces armes sont des armes françaises, ces armes sont des armes de l'Afrique du Sud, ces armes sont des armes de tel pays, puisque les armes sont identifiables par les marques et par un certain nombre de choses telles que les numéros de série qui permettent de savoir quel est le pays qui l'a fourni. Il n'est pas toujours évident que c'est le pays qui a vendu directement les armes à ces rebelles-là. Alors, on oublie aussi de le souligner, le Congo abrite la plus vieille mission des Nations Unies au monde qui est censée régler ce genre de problèmes. Oui, 16 000 hommes. Non seulement 16 000 hommes, mais les Nations Unies ont même une base à Béni, c'est-à-dire là où se produisent actuellement les violences dont on parle présentement avec pratiquement une vingtaine de morts. Mais au niveau de la RDC, surtout dans cette zone, les gens ont toujours accusé les Nations Unies de complicité. Parce que ça fait des années que les casques bleus sont là-bas. Ça fait des années que les exactions sont là. Et ce n'est pas seulement de la violence militaire, mais c'est des viols, c'est les mutilations. Et rien n'a été fait parce que cela continue jusqu'à présent. Par rapport à l'armée également, les gens disent que même, pour reparler de ce trafic d'armes dont vous parlez, que l'armée même de RDC est encore beaucoup plus complice que l'armée des Nations Unies. Et ils pensent qu'ils sont même de connivence avec les groupes armés pour profiter eux également de l'argent produit par le coltan. Est-ce qu'on a des groupes armés qui s'affrontent entre eux ou ils s'en prennent exclusivement aux populations civiles? On a du tout. Ils s'en prennent aux populations civiles, ils s'affrontent entre eux, ils s'en prennent aux soldats des Nations Unies. Il ne faut pas oublier qu'il y a quelque temps, ils en avaient tué 15. On avait oublié cette guerre, c'est quand on a tué ces 15 soldats des Nations Unies, des Tanzaniens, je crois, si je me rappelle la nationalité. Cela avait ramené encore à l'ordre du jour cette question du Kivu. Les derniers crimes, il y a 5 militaires de la RDC qui sont dedans. Donc, en fait, il n'y a pas clairement un front qui s'oppose à un autre front. Et ce n'est pas une guerre classique. Vous avez des gens qui restent tranquilles, qui exploitent le coltan,
qui font leur commerce tant que ça rapporte de l'argent. Dès qu'ils se rendent compte que les gens sont en train d'organiser quelque chose contre eux, ils recommencent leur massacre. Quand ils voient que tel groupe est en train de menacer nos intérêts, ils attaquent le groupe sans tenir compte de quoi que ce soit. On n'est pas dans une situation d'une guerre où on dit voilà une cause qu'on est en train de défendre, ou bien voilà un adversaire qu'on est en train de combattre. C'est des seigneurs de guerre, c'est l'expression, qui sont en train de vouloir tout simplement protéger un espace qu'ils sont en train d'exploiter sans pour autant avoir le droit de le faire. C'est un conflit oublié. Pourquoi ce désintérêt des médias pour ce conflit? En fait, la difficulté pour les médias, suivre une guerre est extrêmement difficile. C'est la première des choses. Parce qu'il faut envoyer quelqu'un là-bas. Quand on l'envoie, il faut voir tous les risques que la personne doit prendre. Il faut voir également le coût pour les médias. Et ça fait qu'à un certain moment, les médias ont tourné le dos parce qu'on ne peut pas également être dans la répétition. À chaque fois, ouvrir le journal, on a tué 2 personnes au Kivu. Ça finit par devenir comme une banalité. C'est grave, mais c'est ça la réalité. On a tellement l'habitude d'entendre au Kivu, on a attrapé des gens, on a tué des pêcheurs, puisque c'est la zone des lacs dont je parlais. Finalement, c'est dommage, mais ce n'est plus de l'information. Ce n'est plus de l'actualité, parce que c'est du entendu, réentendu, comme dit la chanteuse, c'est comme si le disque est rayé. Et c'est ça qui fait que c'est quand les exactions atteignent un certain niveau qu'on en reparle. Parce que c'est en ce moment que ça devient un événement. Puisque les exactions sont là tous les jours, ça fait partie du quotidien des populations, malheureusement. Et aujourd'hui, est-ce qu'on arrive quand même à dresser un bilan de ce conflit? Un bilan exact, non. Mais les gens disent que le conflit entre 1994 et aujourd'hui doit avoir fait plusieurs morts directement, ceux qui ont été tués, massacrés, et indirectement, parce que le conflit entraîne des populations qui se déplacent. Le conflit entraîne également la famine au niveau de la zone. Donc, ils ont parfois même brûlé tout un village, comme on l'a vu, ce qu'ils ont fait tout récemment le week-end passé. Ils ont bombardé en bonne et due forme, sans se poser une autre question. Donc, en plus des morts qui sont là, que l'on constate, il y a d'autres morts qui sont liées indirectement à ce conflit. Les gens les chiffrent pour le moment à plusieurs millions, parce que la zone est quand même assez vaste. Ça fait 125 000 km². Et au dernier recensement, il y a à peu près 6,5 millions d'électeurs. Ce qui veut dire que la zone est particulièrement peuplée. Est-ce qu'on a des autorités locales, que ce soit au sud ou au nord? Il y en a, bien sûr. Et que font-elles? La question se pose d'autant plus qu'on va vers des élections qui ne sont pas seulement des élections présidentielles, mais qui sont également des élections locales. Donc, il va falloir renouveler ces autorités sur le plan local. Mais la réalité là-bas, c'est que c'est ceux qui ont les armes qui ont la force. Les autorités locales existent, mais elles ne sont pas en mesure d'agir sur ce qui se passe dans cette zone-là. Et on se pose même la question, est-ce que véritablement, il sera possible d'organiser les élections dans cette zone comme il se doit? Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. On va marquer maintenant la pause et on retrouve après l'invité de ce soir.